Alors, vous avez tous un projet de création d'entreprise. Et puis, vous m'avez tous posé la question vendredi, bon, ok, j'ai mon projet, mais on fait quoi? Alors, du coup, l'objectif du cours, ça va être, dans un premier temps, de vous expliquer ce que vous allez devoir chercher. Et voilà, l'ensemble des questions auxquelles vous allez devoir apporter des réponses pendant cette étude de marché. Et pour apporter des réponses à cette étude de marché, vous allez mettre en place, vous allez utiliser 3 techniques principales: l'étude documentaire, l'anethnographie et une étude qualitative. On pourrait utiliser une 4e famille d'études qui est l'étude quantitative, mais comme je vous expliquais, l'étude quantitative, ce sera l'objet de la 2e partie du semestre. Tout simplement parce que, en gros, la technique de l'entretien, elle est plus urgente pour vous à acquérir, parce que vous allez avoir besoin de l'entretien dans mon cours de RC, mais aussi dans mon cours de PPP, et je pense dans d'autres cours de mes collègues. Vous allez devoir même l'utiliser en monographie, par exemple. Bon, c'est important que vous sachiez faire des entretiens assez rapidement, et notamment ce qu'on appellera un entretien semi-directif, mais c'est pas aujourd'hui qu'on va en parler, puisqu'aujourd'hui on va se concentrer donc sur les 2 premières techniques que vous allez devoir utiliser, qui sont l'étude documentaire et l'anethnographie. Alors, on va commencer directement par la première partie du cours, donc, qui est consacrée aux questions que vous allez auxquelles vous allez devoir répondre. Donc je vous rappelle que vous avez tous un marché à étudier. Voilà. Et qu'un marché, c'est tout ça. On va essayer de trouver le maximum d'informations sur toutes ces composantes du marché. Les offreurs, les distributeurs, les clients, les prescripteurs, les influenceurs, la réglementation, l'environnement. Parce que si on arrive à avoir une bonne information, si on commence à avoir le maximum d'informations sur tous ces éléments-là, on va progressivement comprendre comment on va pouvoir faire une entreprise qui va marcher. C'est-à-dire qui va répondre aux exigences de la clientèle, qui va être meilleure que les autres, puisque je rappelle que c'est la technique pour gagner de l'argent dans la vie, c'est de faire mieux que les autres, et faire mieux, c'est de répondre aux exigences de la clientèle. Voilà. Donc pour ça, il faut connaître les clients. Et pas seulement les clients. Donc, pour commencer, on va parler des questions auxquelles vous allez devoir apporter des réponses côté concurrent. Alors, voilà les questions côté concurrent. C'est des questions qu'on a déjà abordées en TD pour certains d'entre vous, mais maintenant elles sont claires pour tout le monde. Qui sont mes concurrents? Et donc, on a 2 familles de concurrents. Les concurrents directs, ce sont les entreprises qui font exactement le service que vous proposez. Mais beaucoup d'entre vous ont déjà eu des idées de services particulièrement originaux et pour lesquels il n'y a pas de concurrent direct à l'heure où on se parle. Donc il faudra imaginer qui sont les concurrents indirects. Et les concurrents indirects, c'est des entreprises qui proposent un produit ou un service qui est différent de celui que je propose, mais qui va satisfaire le même besoin, globalement. Ok ? Par exemple, on n'est pas en concurrence, nous, entre collègues. On enseigne un peu la même chose, mais pas tout à fait dans la même discipline. Par contre, on a des concurrents indirects, c'est les livres, mais eux, ils nous font plus trop de concurrence chez les étudiants, c'est plutôt les vidéos YouTube qui ont de la concurrence. Alors, je ne parle pas des miennes, mais de celles qui sont faites de qualité plus professionnelle que les miennes. On a les MOOC. Je vous en ai déjà parlé en PPP, mais c'est vraiment intéressant que vous regardiez à peu près ce que c'est aussi. Donc c'est des cours en ligne gratuits. Il y en a sur tous les sujets, y compris sur ceux que je vous enseigne en ce moment. Voilà, puis il y a des écoles privées, vous n'êtes pas obligé de venir à l'UT, vous auriez pu aller en école de commerce. Voilà. On a plutôt affaire à des concurrents indirects. Nous. Bien. Et donc on va voir quels sont les grands leaders, on va devoir trouver quels sont les leaders sur le marché, quelles sont les marques qui captent le plus de ventes. Et c'est pas tout, même si c'est déjà beaucoup, on va devoir réfléchir un peu plus en profondeur sur cette histoire de concurrents
Et on va d'abord se poser des questions sur la partie marketing stratégique de leur politique marketing. Alors, on va voir ce que c'est que le marketing stratégique et le marketing opérationnel, bien que je pense que ma collègue, Madame Jara, vous en a déjà parlé. Donc, quand on fait du marketing stratégique, ou quand on parle de la partie stratégique d'une politique marketing, on parle des décisions que l'entreprise prend sur le long terme. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait sur le long terme? L'entreprise, elle prend deux types de décisions principaux, trois plutôt, qui sont la segmentation, le ciblage et le positionnement. Et ça, ma collègue, elle vous en a parlé. Pas encore, ça va venir, rassurez-vous. Donc, à votre stade, vous devez comprendre quels sont les types de clients que les concurrents visent et quel est leur positionnement. Alors, est-ce que vous a parlé du concept de positionnement aussi? Non? Non? Si? Bon, en gros, pour résumer ou vous l'expliquer d'une autre manière ou d'une manière peut-être exactement la même, le positionnement, c'est l'image que l'entreprise veut créer dans votre esprit. D'accord? Donc certaines entreprises veulent que vous reteniez d'elles qu'ils sont les moins chers, par exemple Leclerc, et puis d'autres entreprises veulent que vous les associez, je sais pas moi, une image au contraire plus qualitative, ça va être Monoprix, où je suis Super U et je communique sur le fait que je vends des produits qui rémunèrent à leur juste valeur les producteurs, les agriculteurs. Voilà. Les enseignes, pour se démarquer, elles veulent que vous ayez à l'esprit quelque chose, une image, voilà, que vous associez à cette marque-là. Donc c'est une image, ça peut être tout, quoi. Ça peut être haut de gamme, bien entendu. C'est ce qu'on appelle le positionnement. Et donc, en gros, sur votre marché, vous avez des concurrents, et vos concurrents, ils ciblent une catégorie de personnes, et ils veulent faire passer un message à ces catégories de personnes. Parfois, ce message passe très bien, c'est pour ça qu'elles réussissent, et puis parfois, ça passe pas. Donc, voilà. Alors ça, c'était les questions stratégiques qu'on va se poser, et auxquelles on va essayer de trouver des réponses. Et pour le côté concurrent, on va regarder un peu sur quoi elles communiquent, donc on va regarder un peu leur publicité. D'accord? Puisque cette image qu'ils veulent communiquer, c'est bien entendu par la publicité qu'ils essayent de le faire. D'accord? Alors, ensuite, on va parler de la partie opérationnelle. Donc, quand on est dans la partie politique marketing, quand on est dans la partie opérationnelle de la politique marketing, là, on fait référence aux décisions de court terme, qu'il est plus facile de modifier, je vais dire plutôt à court terme. Donc, c'est les 4 P. Ça, quand même, là, je pense qu'elle vous en a parlé aussi. Voilà. Donc, produit, prix, placement, promotion. Voilà. Ça, c'est des décisions que les entreprises prennent tous les jours et peuvent changer dans un horizon temporel assez rapide. D'accord? Vous lancez une campagne de pub, elle va avoir une durée de vie de 1 mois, le mois d'après, vous pouvez changer. Tandis que votre positionnement, c'est-à-dire l'image que vous voulez créer dans l'esprit des consommateurs, si vous changez de positionnement toutes les semaines, tous les mois, voire tous les ans, le consommateur, il est perdu, il ne vous suit plus parce qu'il ne sait plus quel message vous lui donnez. Et donc, s'il ne vous suit plus, il n'adhère plus. Donc, quand vous êtes une marque, c'est important de ne pas changer de message pour que les gens vous retiennent bien. Donc, mais ça, c'est la partie stratégique. Opérationnelle, quels sont les produits qu'elle vend, à quel niveau de prix, comment elle communique, où est-ce qu'on la trouve, où est-ce qu'on peut l'acheter, est-ce qu'on l'achète uniquement sur Internet, est-ce qu'on l'achète chez des distributeurs ou est-ce qu'on l'achète dans des magasins de sa marque. Tout ça a une incidence. Donc voilà, donc, pour le côté concurrent. Donc les distributeurs, c'est les magasins. Mais vous avez dû comprendre que les magasins sont souvent maintenant, de plus en plus, pour ne pas dire tout le monde, équipés d'un site internet marchand et d'une application marchande. D'accord? On peut faire de plus en plus ces courses en ligne. Alors, quand on est un magasin qui n'a pas de site marchand, ni d'appli marchand, bref, qu'on n'a pas d'existence numérique, ou alors même qu'on n'a qu'un site vitrine, vous savez, c'est des sites qui présentent l'entreprise, mais on ne peut rien acheter dessus,
Alors là, on se situe dans la catégorie des magasins, des distributeurs purement physiques. À l'inverse, quand on n'a pas de boutique et qu'on n'a qu'un site marchand et une application, donc on est uniquement présent sur Internet, là on est un pure player. Mais comme je vous ai dit, la plupart des magasins allient les deux. Donc la plupart des enseignes sont dans un concept phygital, donc physique, contraction de physique et digital. Vous aviez deviné, et donc elles cherchent à être présentes dans les deux catégories. Ok ? C'est des histoires, encore une fois, de politique. On peut avoir un intérêt à ne pas être présent sur Internet. D'accord ? Parce qu'on veut pas... on veut, par exemple, pousser le consommateur à se rendre sur le point de vente pour avoir une expérience d'achat particulière. Ok ? Voilà, peut-être que vous connaissez ou vous fréquentez des enseignes que vous aimez bien en magasin, et puis quand vous allez sur le site, finalement, on ne peut pas acheter, ou c'est mal fait, ou... Ah ouais, vous avez un exemple ? Voilà. Bon. Les enseignes de luxe, en général, elles ne font pas du site marchand parce que voilà, c'est pas adapté à leur politique. D'accord ? Ou quand il vous faut un produit qui soit vraiment adapté à vos caractéristiques, vos particularités, quand il faut un vrai dialogue avec le vendeur, en général, on ne fait pas non plus de site internet marchand. Parce que c'est important que vous veniez en magasin pour qu'on étudie le produit qui correspond le plus à votre demande. D'accord ? Bien. Alors, quels sont les leaders ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire le leader d'un marché ? C'est celui, que ce soit côté concurrent ou distributeur, c'est celui qui génère le plus de ventes, donc le plus de chiffre d'affaires, autrement dit, qui a la plus grosse part de marché. D'accord ? Bien. Quel type de produit on trouve chez quel distributeur ? Quelle gamme de prix produit ? Quelle gamme de prix il pratique, pardon, excusez-moi. Donc ça, c'était pour le côté distributeur. On va passer au côté client. Bah oui. En gros, si vous achetez du vin, par exemple, si vous allez chez Leclerc, vous trouverez rarement des bouteilles à plus de 12 € ou 15 €. C'est assez rare. Parce qu'on vend du vin bas de gamme, enfin assez bas de gamme, on va dire ça comme ça. A l'inverse, si vous allez chez un caviste, en général 12 €, 8 €, 12 €, c'est le prix de départ. Et vous pouvez monter à beaucoup plus cher. C'est une généralité. On va dire que voilà, certains distributeurs veulent pas référencer des produits qui sont très chers, d'autres au contraire ont une gamme de prix très large qui va de pas cher à très cher. Ça dépend. D'accord ? Chez Sephora, on ne trouve pas les mêmes parfums que chez Leclerc. D'accord ? Chez Sephora, c'est des gammes de prix qui sont plus élevées parce que c'est des marques plus prestigieuses. Ok ? Bien. Je répète que tout ça, c'est des questions et que vous ne devez pas trouver nécessairement la réponse la semaine prochaine. Vous avez 6 semaines pour trouver la réponse. Et que pour trouver la réponse, vous allez devoir utiliser plusieurs moyens qui ne seront pas forcément faciles à utiliser tout de suite, mais qu'on est là pour apprendre et pour expérimenter. Voilà, alors je continue. Donc là, j'ai fait les 2 premières bulles, fabricant, distributeur. Donc côté client, alors autant vous dire que les clients, c'est le plus important. Je rappelle que chez les clients, vous avez des utilisateurs et des acheteurs et que ce n'est pas forcément les mêmes personnes. Mais bon, je crois qu'on a relativement bien éclairci les choses sur ce point en TD. Donc, quelles sont les différentes catégories de clients et quelles sont les catégories qui consomment le plus ? D'accord ? C'est important que vous sachiez
quelle est la cible la plus importante pour faire un produit qui s'adapte à leurs exigences, parce que, comme j'ai essayé de vous l'expliquer pour certains groupes, en gros, les catégories de clients n'ont pas les mêmes besoins, n'ont pas les mêmes attentes. Et donc vous, probablement, vous ferez deux choix. Soit de cibler, enfin ce que font les entreprises en général, c'est qu'elles ciblent une catégorie de clients et du coup font un mix marketing, c'est-à-dire une proposition commerciale qui s'adapte aux exigences d'une catégorie. Parfois, les entreprises ciblent plusieurs catégories, dans quel cas elles vont faire plusieurs propositions commerciales qui s'adaptent aux exigences de chaque catégorie. Ok ? Voilà. Alors, on continue. Donc, ça c'est pour les clients. Si on parle de ceux qui sont uniquement utilisateurs, c'est ceux qui consomment. Donc, ce n'est pas nécessairement les acheteurs. Donc, si vous voulez vendre des produits pour enfants, c'est important de comprendre comment fonctionnent les enfants. D'accord ? À titre d'exemple, parmi vous, il y a un groupe qui voulait faire un festival de musique pour les enfants. Les enfants, à 8h30, sont couchés. Voilà, c'est comme ça, parce que papa et maman, ils veulent qu'ils soient couchés à 8h30, donc ça ne sert à rien de faire des soirées pour enfants. Ça ne marchera pas, parce que papa et maman ne seront pas d'accord. Voilà. Ok. Donc là, c'est le côté utilisateur. Donc quel produit ils consomment, quand, comment, on veut tout savoir. Hein. On veut tout savoir. Qu'est-ce qu'ils aiment ? Bien, je continue. Donc là, c'était les utilisateurs. Les acheteurs maintenant. Donc voilà. Comme ils achètent, ils ont des critères d'achat. Et c'est important de les comprendre aussi, naturellement. Donc côté environnement, réglementation, il y a des phénomènes qu'on est obligé de prendre en compte parce qu'ils ont un impact fort sur notre marché. Là, vous avez peut-être entendu tout ce qui se fait comme ramdam sur le fait qu'il y a beaucoup de plastique dans les mers. D'ailleurs, on a un groupe qui va travailler là-dessus. D'accord ? La vaisselle en plastique va bientôt être interdite dans 2-3 ans. Une loi va passer, ou est déjà passée, qui va interdire les vaisselles en plastique dans 2-3 ans. Si vous êtes marchand de vaisselle jetable, je me poserai des questions. Forcément, ça implique que vous allez devoir trouver d'autres matériaux pour fabriquer vos produits. D'accord ? Mais j'ai dit que la météo, c'était un phénomène hyper important pour plein de secteurs. D'accord ? La restauration, les fabricants de piscines, les fabricants de vêtements. Voilà. Le commerce en général, hein, parce que quand il pleut, il y a moins de gens dans les magasins que quand il fait beau. Ou quand il fait trop chaud. Quand il fait trop chaud, il n'y a pas grand monde dans les magasins non plus. Mais quand il pleut à verse, les gens ils restent chez eux. Hein. Ou ils vont pas au marché non plus. Les gens qui font de la vente de fruits et légumes sur les marchés, ils sont hyper dépendants de la météo. Ok. Bien. Alors, les influenceurs, vous allez devoir trouver qui sont les gros influenceurs sur votre marché. On va voir comment, un peu plus tard dans le cours, là aujourd'hui, comment on fait pour les repérer. Donc je ne comprends pas mon marché si je n'ai pas compris qui sont les gros influenceurs et qu'est-ce qu'ils racontent sur les médias, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils racontent sur Instagram et sur Snapchat éventuellement si vous vous adressez aux jeunes, je veux dire aux jeunes, aux gens de votre âge, voire plus jeunes bien sûr.
Donc, vous avez compris que probablement vous allez devoir aller sur vos réseaux sociaux pour mon cours. Bah oui. Tout dépendra du marché que vous avez choisi d'étudier, bien sûr. Donc, qui sont les influenceurs? Oui. Les influenceurs, ça peut pas être des médias. Si. Enfin, éventuellement, si par exemple, je reprends mon exemple du vin, ok, y a un truc qui s'appelle la Revue des vins de France. Ils font des critiques de vin. Ils vont donner des notes. Bon, bah, je lis là un article d'un journaliste. Bon, j'arrête avec le vin parce que je parle beaucoup de vin. Enfin, prenons, je sais pas, vous lisez, il y a de la presse informatique. Ou même un magazine féminin. Vous voyez l'article d'une journaliste qui dit du bien d'un produit, forcément ça a une influence sur vous. Ça va vous donner envie d'acheter ou pas acheter tel produit. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler dans la mode d'une personne qui s'appelle Anna Wintour. C'est la base pour certains, merci. Donc il y en a qui ne connaissent pas forcément. Donc Anna Wintour, c'est la rédactrice en chef de Vogue aux États-Unis. Okay. Si vous voulez faire du prêt-à-porter haut de gamme ou haute couture, il faut lui plaire à elle, en gros. Si vous ne lui plaisez pas à elle, voilà, ça ne marchera pas. Donc, elle est journaliste. Elle est rédactrice en chef d'un magazine. Voilà, elle a un pouvoir d'influence énorme. Ok? Alors, je continue avec les influenceurs. Voilà, bah, qu'est-ce qu'ils aiment et pour quelles raisons? C'est logique. Alors évidemment, sur Internet, il y a beaucoup de personnes qui sont influenceurs et qui aiment un produit parce qu'on leur a payé pour dire du bien du produit en question. Hein. Donc il faut que vous ne soyez pas dupes non plus. Mais après tout, j'ai envie de dire, si ça passe, dans le sens où les gens sont dupes, naïfs et pensent que la personne aime vraiment tel ou tel produit, et ben c'est pareil puisque ça va forcément avoir une influence sur les ventes. D'accord ? Ok. Bien. Et mes derniers, mes prescripteurs, hein, c'est pareil. Qui sont les prescripteurs ? Je rappelle que le prescripteur, c'est celui qui dit à l'autre ce qu'il doit acheter, et l'autre est obligé de suivre ce que le prescripteur a dit. Là, on a donné l'exemple du médecin pour les médicaments, l'exemple du professeur de mathématiques au collège qui donne une marque de calculatrice ou deux qu'on est obligé d'acheter. J'en profite pour rappeler qu'il y a 2 références de livres magnifiques sur les études et recherches commerciales que j'ai indiquées dans mon syllabus. Le livre de Eric Vernet et le livre de Naresh Malhotra, que je vous encourage vivement à consulter un jour, et éventuellement à faire venir dans notre bibliothèque. Vous êtes déjà allé à la bibliothèque ou pas ? Bon, il n'y a pas grand-chose, mais ce que vous pouvez faire, hein, qui peut être quand même intéressant pour vous, c'est ce qu'on appelle le prêt entre sites, c'est-à-dire que vous allez sur le site internet, vous repérez un livre et vous demandez à ce qu'on le fasse venir à la bibliothèque de Saint-Nazaire. N'hésitez pas à le faire si vous avez besoin. Bien. Alors on a terminé la partie numéro 1 du cours, celle où on se pose des questions. Faut que je remette. Ok.
partie 1 du cours, c'était les questions auxquelles on doit trouver des réponses pendant 6 semaines. Et une bonne étude de marché, c'est que vous aurez accumulé la plupart des réponses que l'on recherche au bout des 6 semaines.